Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour parler de l'arrivée de ce Vendée Globe 2020 qui vraiment est assez incroyable. Alors dans cette vidéo on va parler bien entendu de cette dernière journée de course qui a été assez incroyable avec un nombre de concurrents qui est arrivé qui est assez ébouriffant. On reviendra également sur la polémique Thomas Ruyant et je vous donnerai mon avis sur cette polémique et puis on parlera bien entendu de la course des 9 concurrents qui sont arrivés. Nous sommes le 29 janvier, il est 13h33 quand j'enregistre cette vidéo. Pour le moment, 9 concurrents sont arrivés. Le dernier en date, c'est Benjamin Dutreux qui est arrivé sur Omir Water Family à 9h05. On fera de toute manière une deuxième vidéo pour parler des concurrents un peu moins bien classés, un peu moins connus quand soit Rio Oswella ou soit Alexa Barrier aura terminé sa course, donc c'est-à-dire dans une vingtaine de jours désormais pour ces deux concurrents-là. Donc voilà, on refera une toute dernière vidéo à ce moment-là pour parler des autres concurrents qui auront terminé ce Vendée Globe, parce que terminer un Vendée Globe, c'est déjà une première victoire en soi. Alors, est-ce que j'ai aimé ce Vendée Globe ? J'ai adoré ce Vendée Globe. Même malgré le fait qu'on n'ait pas battu de record et qu'on a été assez loin en termes de performance pure, j'ai adoré ce Vendée Globe parce qu'il a réuni plusieurs éléments qui sont, je trouve, très intéressants dans la voile, dans la course au large. Premièrement, on a eu du spectacle. On a eu vraiment une pression jusqu'à la fin. À 5 heures de l'arrivée, on ne savait pas qui allait gagner. Armel Lecléache à 9h, je me souviens Armel Lecléache parce que j'ai écouté Moscato Show, donc à 16h, je crois 16h15, le mercredi, il dit j'hésite entre Boris Herrmann et Bestaven, comme tout le monde. C'était impossible de savoir qui allait gagner. Mais vraiment, lui il pensait plutôt Bestaven, mais c'était très compliqué de savoir. Ça aurait pu être Boris Herrmann, très clairement. On a eu des rebondissements jusqu'à la fin, il y a eu énormément de rebondissements, l'abandon d'Isabelle Yoshke par exemple, alors qu'elle a été très très bien placée, l'abandon de Kevin Escoffier qui était aussi plutôt bien performant, Jérémy Bayou qui a eu ses problèmes techniques, on a eu également le peloton qui s'est parfois réunis dans des endroits assez dingues, par exemple au Poteau Noir, ça a été assez incroyable. On a eu également Boris Herrmann sur la fin. Voilà, il y a eu des rebondissements de partout. Et puis la météo qui a été très difficile à analyser. Je peux vous dire que pour les fans de météo, là c'était vraiment très compliqué à certains moments. Et ça permettait de faire des coups stratégiques en plus cette météo. On y reviendra quand on parlera de Louis-Burton. Il y a eu du bricolage aussi, puis il y a eu des belles histoires dans ce Vendée Globe. Alors bien entendu Clarisse Kremer, mais on en reparlera dans la deuxième vidéo. Mais Jean Le Cam, Bestaven, même Giancarlo Pedotto, c'est intéressant. Armel Tripon, Jérémy Bayou, Kojiro Shiraishi, Alexa Barrier, Pip Air. Il y a vraiment eu des très très belles histoires et je pense que ça continuera encore jusqu'à la fin de cette course. Eh bien, on va revenir sur cette dernière soirée. Tout a commencé en fait à 2-3 jours avant, quand il a fallu passer les Açores. Le gros problème que j'avais, je crois, annoncé lors de ma précédente vidéo, c'est que du côté des Açores, on a souvent un anticyclone au mois de janvier qui est vraiment dans l'eau. Et on a parfois des dépressions. C'est toujours une zone qui est assez compliquée parce que les sables d'Olonne, c'est pas facile à récupérer. Et en voile, c'est toujours plus facile quand on n'a pas une cible vraiment très précise. Là, à l'arrivée, il y a une cible très précise à suivre, un cap très précis à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut passer à la ligne d'arrivée, vous n'avez pas de marge de 3 km, quoi. La ligne d'arrivée, elle fait 500 mètres de large, et il faut taper dedans, il ne faut pas taper à côté, sinon vous n'avez pas fini votre course. Donc c'est vraiment une cible qui est étroite pour de la voile, et c'est vraiment pas facile à faire, quoi. C'est vraiment du gros travail. Et donc dans l'île des Açores, il y a eu 3 stratégies. Ça a été le dernier moment, je dirais, de grands coups stratégiques. D'un côté, on a eu le clan de ceux qui ont contourné cette île par l'ouest. C'est le cas, par exemple, de Yannick Bestaven et de Thomas Ruyant. Cette stratégie-là, elle avait un véritable intérêt. Elle permettait d'avoir peu d'empannage, donc peu de changement de voile. Quand on est fatigué en fin de course, ça peut être intéressant. Et d'avoir une vitesse qui semblait très intéressante, c'est-à-dire qu'on était aux alentours de 20 nœuds. Le problème, c'est qu'on s'est éloigné de la route idéale, donc on faisait un petit peu plus de kilomètres, donc il fallait que ça fonctionne, sinon vous perdiez du temps.
Deuxième stratégie qui était de traverser les Açores, traverser entre les deux îles. Donc vous avez l'île de São Miguel qui est à l'est, et je ne sais plus quel est le nom de l'île qui est à l'ouest du côté des Açores, les deux îles principales. Le problème, c'est que passer entre ces deux îles, il y a du dévent qui peut se produire, donc vous pouvez retrouver vraiment dans des situations avec très peu de vent. Et faut faire attention parce qu'il y a pas mal de bateaux également autour des Açores, donc ça peut être un petit peu dangereux. Et puis faire attention aux fonds marins qui sont plus ou moins profonds, plus vous vous rapprochez des terres. L'autre stratégie, c'était de contourner vraiment par l'est les Açores. Ça a été la stratégie de Louis Burton. Je crois également que Benjamin Dutreux est passé par là. Et puis la dernière stratégie, qui a été la stratégie de Boris Herman et de notre ami Charles Dalin, c'est de passer vraiment à côté de l'Espagne et essayer de faire le moins de kilomètres possible. Le problème de cette stratégie, c'est qu'on se retrouvait avec du vent qui était très changeant, beaucoup d'empannage, beaucoup de fatigue. Et c'est peut-être ce qui a provoqué l'incident en fin de course de Boris Herman qui, quand il s'est endormi, eh bien voilà, a frappé pendant son sommeil un bateau de pêcheurs. On va revenir donc sur cette dernière journée de course désormais, avec une première arrivée, Charlie Dalin qui arrive à 20h35. Charlie Dalin qui arrive vraiment dans une situation où il sait qu'il a très peu de chances de s'imposer. Je pense qu'à ce moment-là, il pense vraiment qu'il finit troisième. Quand il passe la ligne, bon voilà. Et tout de suite, il a voulu dépolémiquer, et ça, j'ai trouvé ça super de sa part. Voilà, pour lui, il n'y avait pas de polémique, c'est tout à fait normal, et c'est ce qu'on attendait de tous ces marins. Je reviendrai sur le cas Thomas Ruyant après. Ensuite, on apprend quasiment 1 heure après son arrivée qu'en fait Boris Herman a tapé un bateau de pêcheurs. Il s'est endormi, voilà, il a fait un petit somme, ce qui peut arriver, et il a frappé un bateau de pêcheurs. Sauf que normalement, on ne s'endort pas la dernière journée d'une course, surtout quand on se rapproche énormément des terres. C'est-à-dire que là, sur les 2 derniers jours de course, il fallait très peu dormir. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux dans ce secteur-là, au large de l'Espagne, dans le golfe de Gascogne. Enfin, dans toute cette zone autour des sables d'Olonne, c'est une zone où il y a énormément de bateaux et des bateaux de pêcheurs. Et le problème des bateaux de pêcheurs, c'est que souvent, ils déconnectent leur système de géolocalisation pour pas qu'on repère leur zone de pêche. Et bien là, c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas concentré à regarder à vue, grosso modo, et en étant très précis sur vos trajectoires, eh bien, vous pouvez taper dans un bateau de chalutier. Il y en a toujours un par an qui se le prend, soit au départ, soit au retour. Là, ça a été au retour. Pour Boris Herman, c'est mieux qu'à l'aller, parce que là, il était quand même pas très loin des terres. À ce moment-là, de toute manière, 2-3 heures avant, je voyais que sa vitesse sur les cartes n'était pas très rapide, donc on se demandait vraiment ce qui passait pour Boris Herman, qui était en position de s'imposer. C'était vraiment très proche avec Yannick Bestaven, parce que je rappelle que Boris Herman avait 6 heures de bonification, Bestaven en avait 10. Et puis après, on a eu l'arrivée à 23h45 de Louis Burton, alors qu'on attendait Boris Herman, qui n'arrivait pas. Louis Burton qui a fait une très très belle course et qui arrive donc à 23h45. À ce moment-là, Louis Burton il se dit, je suis pas sur le podium. Normalement, il y a Boris Herman. Bon, voilà, là je suis deuxième à l'arrivée, mais il y a peu de chances que je finisse deuxième. Et puis Yannick Bestaven est arrivé le lendemain à 4h du matin. Et voilà, il s'impose pour 2h45, 2h30 d'avance sur Charlie Dalin, avec les bonifications de temps et sa victoire d'un beau marin. Boris Herman, lui, va finir 5e. Et puis, dans la journée d'hier, dans la journée de jeudi, eh bien, nous avons eu l'arrivée dans un premier temps de Damien Seguin. Ça a été très très serré avec Giancarlo Pedotte. Ça s'est joué à 44 minutes entre les deux, qui ont été toujours très très proches pendant toute la course entre les deux. Et puis ensuite, dans la soirée, nous avons eu l'arrivée de Jean Le Cam, qui est arrivé 4e de ce classement et qui est le premier non-foiler, c'est-à-dire le premier bateau qui n'a pas de foil, bateau ancienne génération. Et il finit 4e, et très très belle course du roi Jean, qui a été assez impressionnant quand même dans cette trajectoire, dans sa manière de concourir, mais on reviendra là-dessus en fin de vidéo. Je vais finir sur la journée, donc voilà, avec cette polémique de Thomas Ruyant, qui a 3 jours de l'arrivée, 3-4 jours de l'arrivée,
a dit qu'il comprenait pas, qu'il faudrait qu'il y ait 2 vainqueurs sur ce Vendée Globe à égalité, parce que c'est pas normal que les gens qui aient des bonifications, grosso modo, soient avantagés par rapport à ceux qui n'ont pas participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Et ça m'a terriblement énervé, parce que déjà, s'il n'était pas d'accord avec ce système-là, qui est un système qui est habituel, c'était arrivé il y a 12 ans. Samantha Davis a fini 3e, passe 3e sur la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, et puis Armel Lecléache prend finalement cette 3e place parce qu'il avait eu des bonifications de temps, car il avait participé au sauvetage à l'époque de Jean Le Cam, avec Vincent Rioux. Donc c'est déjà arrivé, c'est-à-dire que si Thomas Ruyant n'est pas d'accord avec ce règlement-là, il prend pas le départ de la course, et il fait pas de la voile. Il fait un autre sport, il fait du cyclisme, il fait de la F1. Ça marche comme ça, la voile. Voilà. Vous savez, il fait du match race. Mais la course au large, ça marche de cette manière. Et ensuite, l'incident a eu lieu au sud de l'Afrique. C'est-à-dire il y a 2 mois et demi. Quasiment. Il y a 2 mois. Ouais, il y a 2 mois. Parce qu'ils sont partis il y a 2 mois et demi, donc il y a 2 mois. Ça se déroule après 20 jours de course. Les bonifications de temps, ça arrive 2-3 semaines après. C'est-à-dire que ça fait depuis 1 mois et demi qu'ils pouvaient se plaindre et ils décident de le faire à 4 jours de l'arrivée. Non, si t'es pas content, tu vas voir la commission de course, tu envoies un message à la commission de course en lui disant au jury de la course, en disant « Je ne suis pas d'accord avec les compensations de temps qui ont été appliquées, qui pour moi sont trop généreuses, qui fait... Tu trouves que c'est pas un accord, mais tu le dis pas à 3 jours de l'arrivée, quoi. » Et ça m'a énervé et je suis totalement mécontent de cette attitude parce que c'est la voile au grand large, quoi. Quand tu aides un copain, on te redonne un petit peu d'avantage. Mais comme dans d'autres sports, au Dakar, quand tu aides un concurrent, on te redonne du temps à l'arrivée. Quand tu t'arrêtes parce qu'un concurrent est tombé et qui s'est blessé, les gens qui s'arrêtent cette année par exemple pour aider Toby Price, ils ont reçu des bonifications de temps. C'est ça dans toutes les disciplines. Enfin voilà, donc je vois pas quel était le problème pour Thomas Ruyant, vraiment ça m'a énervé. Bon voilà, on clôt le chapitre Thomas Ruyant et maintenant on va parler un petit peu de Yannick Bestaven, le vainqueur de la course qui a été très performant, je trouve. Yannick Bestaven qui a fait du bon travail aussi, il faut le dire, pendant toute la course. Moi j'ai adoré entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. À partir du point Nemo, il a été très très fort. C'est l'un des seuls qui a collé au basque de Charlie Dalin dans les mers du Sud, faut aussi le signaler. Il a jamais pris de risque inconsidéré, Bestaven. À un moment il s'est retrouvé en tête de la course, il faut aussi le rappeler, au moment du point Nemo. Il a eu des problèmes techniques dans sa remontée dans l'Atlantique, au niveau de l'équateur, où il a eu pas mal de problèmes techniques qu'il a dû réparer, ça lui a fait perdre du temps. Mais c'est un concurrent qui n'était pas forcément plus connu, mais qui avait un bateau qui était expérimenté, qui datait de 2015, qui avait été conçu à l'époque pour Jérémy Bayou, donc qui était un bateau qui avait déjà fait un Vendée Globe déjà à l'époque, qui avait été fiable sur le Vendée Globe quand même parce qu'il avait navigué dans des conditions difficiles. Il faut se souvenir que Jérémy Bayou il y a 4 ans avait eu un problème de satellite et donc il n'avait pas les cartes météo, donc il avait dû naviguer dans des conditions où il pouvait pas faire fonctionner le bateau idéalement, et il avait résisté ce bateau malgré cette difficulté d'avoir des cartes peu précises, et ce qui fait que des fois il y avait trop de tension dans le mât. Donc on savait que c'était un bateau fiable. Et on s'aperçoit que de toute manière, à l'arrivée de ce Vendée Globe, il y a beaucoup de bateaux qui avaient déjà un Vendée Globe dans les pattes. Il y a peu de bateaux qui faisaient leur premier Vendée Globe qui s'en sortent. Et ensuite, il a pris peu de risques, à part 2-3 fois dans les mers du Sud où il a décidé d'être un peu plus musclé, mais il a fait une course sage. Et je crois que sur ce Vendée Globe, il fallait pas prendre énormément de risques. Il y avait peu à gagner en prenant des risques. Il a vraiment navigué comme un bon marin. C'est intéressant parce que c'est un mec qui a pas toujours eu forcément des gros budgets, qui a parfois eu des difficultés. C'était pas forcément le mec qu'on attendait le plus. Alors c'est quelqu'un qui a fait pas mal de performances en classe 40, mais en IMOCA il avait un palmarès assez vierge.
Et là, bah voilà, il a fait vraiment du bon travail. Un beau sponsor aussi avec lui, Maître Coq, qui est présent depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment une belle victoire de ce côté-là. On continue avec Charlie Dalin. Charlie Dalin, deuxième. Belle course de Charlie Dalin. C'est dommage. Ces problèmes techniques à Charlie Dalin. Au tout début assez vite en fait dans l'Indien où il a eu un problème de foil, ça lui a fait perdre pas mal de temps à ce moment-là. Il faisait une course assez sage aussi en début, mais voilà, il avançait avec pas mal de rythme, il faisait vraiment une course très intéressante. Je pense que son bateau manquait un petit peu encore de mise au point, ça a été le problème avec la Covid, hein. La mise au point qui n'a pas été facile pour ces bateaux, ça a été assez difficile. Mais voilà, c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être d'avoir lancé son bateau un peu tardivement. Mais sinon, le projet Apivia, voilà, soutenu par François Gabard aussi, il faut le rappeler, donc c'était vraiment un bon travail de leur part. Un bateau neuf, voilà, avec un skipper d'expérience qui avait qui avait fini deuxième de la Vendée Artigues les Sables. Premier de la Jacques Vabre l'année dernière, quatrième de la Solitaire du Figaro, troisième pardon de la Solitaire du Figaro. Voilà, c'était un concurrent qui était vraiment habitué enfin voilà, qui est la nouvelle tête, on va dire, un peu peut-être le nouveau concurrent, voilà, à 36 ans de la course au large, la nouvelle tête d'affiche. Et il a fait vraiment du bon boulot. C'est dommage ses problèmes techniques. Et après, il s'est pas démonté aussi malgré ses problèmes techniques, un peu comme Bestaven. Il a tenté sur la fin de course une option qui n'a pas marché aussi bien que prévu, enfin qui n'a pas été aussi avantageuse. Bon voilà, après il fait une très très belle course et il faut le féliciter, bien entendu on finit pas deuxième du Vendée Globe par hasard. Louis Burton, ça a été la course de l'audace. Louis Burton, très très belle course, beaucoup de coups stratégiques et une course musclée de sa part également, parce que faut oser quand même partir en premier dans les mers du Sud. Il est allé quasiment tout droit, directo dans les mers du Sud, dans l'Atlantique Sud. Ça, faut y aller, mentalement, faut être fort, parce que il y est allé dans des conditions qui étaient très musclées, et en plus, mentalement, faut être fort, parce que tu sais que tu vas avoir 5-6 jours de plus avec des températures très très froides. Et je peux te dire que tout le monde ne voulait pas forcément y aller. Ensuite, il a fait sa course. Dommage ces problèmes de pilote automatique qui lui ont vraiment empoisonné la vie à la sortie de l'océan Indien. Il a perdu pas mal de temps à ce moment-là, mais il est revenu. À un moment, il est passé en tête. Ça, c'était vraiment magnifique. Et ensuite, il a vraiment... il a peut-être raté un petit peu ce passage à l'extérieur qu'a fait Bestaven, parce que je pense que la route qu'il a prise sur la fin, c'était une route très sûre, parce qu'il n'y avait pas de problème technique à la prendre, mais voilà, par rapport à toute sa course où il a eu pas mal de panache, et puis également quand à la sortie dans les alizés de l'Atlantique Nord, il est passé lui très à l'ouest, ça n'a pas forcément été avantageux à ce moment-là pour lui. Mais il a fait une belle course avec un bateau d'expérience qui était le vainqueur du dernier Vendée Globe, on l'a souvent dit. Et c'est, je pense, pour ça qu'il a eu aussi autant de panache dans sa course et qu'il a pris autant de risques dans cette trajectoire, parce qu'il savait que son bateau allait suivre, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, parce qu'il savait qu'il avait un bateau d'expérience. On continue avec Jean Le Cam. Bon, bah, le roi Jean. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jean Le Cam ? Bateau expérimenté, skipper expérimenté. Voilà, il a été fantastique. Non, mais il a été fantastique, Jean Le Cam. Il nous a égayé la course, ça très clairement. Et puis, il prouve qu'à 61 ans, en voile, on peut toujours être performant. Il a montré également que ça servait à rien d'avoir des feuilles si on ne sait pas s'en servir. Voilà. Autant avoir un bateau ancienne génération. Voilà, et puis il nous a fait du Jean Le Cam, quoi. Ses moments avec Kevin Escoffier, ça a été vraiment... Kevin Escoffier qui prend des vidéos de Jean Le Cam, ça a été quand même assez marrant. Et puis, ouais, non, fantastique, sa course. Et puis, il finit quatrième, quoi. Il finit quatrième avec un bateau vraiment ancienne génération, avec des moyens extrêmement limités. Même si son projet était quand même beaucoup plus abouti qu'il y a 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, ça s'était vraiment fait à l'arrache. Mais ça reste un projet qui avait peu d'argent, quoi, par rapport à Apivia, par rapport à Charal. Son budget était minime. Il a pris, en termes de trajectoire, il a fait de la navigation hyper musclée. Il finit avec une côte pétée. Non, chapeau, Jean Le Cam. Voilà, il a fait vraiment un énorme travail sur son bateau et on peut s'en satisfaire. Je continue avec Boris Herrmann, 5e.
Dommage sur la fin pour Boris Herrmann. Parce qu'il avait fait une course très prudente. Enfin, prudente. Il n'avait pas pris énormément de risques, mais voilà, il était toujours dans le peloton de tête. Hein. C'est-à-dire que il a fait toute sa course dans le top 8. Et ça, c'est aussi très fort de sa part à Boris Herrmann. Ça aurait pu être le premier non-français à s'imposer sur le Vendée Globe. Ça ne sera pas le cas. Mais il a fait vraiment du bon travail. Il y a aussi un projet au niveau de l'écologie qui est assez intéressant avec son bateau. C'est dommage, voilà, ce terrible problème à l'arrivée. Et on voit le bateau il y a un foil qui est complètement arraché. Enfin, c'est triste à ce moment-là, mais il n'était pas parmi forcément les favoris. Moi je m'étais dit faut quand même s'en méfier parce que son bateau là aussi il a 4 ans, son bateau, enfin il avait 5 ans au départ de ce Vendée Globe. C'est un bateau qui avait aussi de l'expérience, qui était très intéressant à l'époque, et moi je me suis dit bon, va falloir quand même s'en méfier. Il a un bateau qui a déjà fait un Vendée Globe, ça peut être intéressant, et qui a déjà été préparé pour un Vendée Globe. Et sur la Vendée Arctique, il avait eu quelques soucis techniques, mais il avait quand même fini 7ème. Et là, il a fait une course sans prendre trop de risques, mais il a été très performant. Et c'est un skipper qu'on verra à l'avenir, ça c'est clair et net, parce que voilà, il a fait vraiment une très très belle course et vraiment du très très beau travail. Je continue avec Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, dommage son problème de foil. Dommage également son attitude au niveau des bonifications. Après, il a fait aussi une belle course. Voilà. On le savait, il y a 4 ans, il avait déjà fait un beau parcours. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça fait depuis 10 ans qu'il est vraiment au top niveau en voile, que ça soit en classe 40 ou après en IMOCA. Il avait remporté la Mini Transat également en 2009. Donc voilà, il a remporté la Transat à G2R. En 2018, troisième du Vendée Arctique Les Sables d'Olonne, qui était la course de préparation de ce Vendée Globe. Donc on savait qu'il allait être performant, c'est pas une surprise qu'il soit aux avant-postes. Dommage lui aussi d'avoir endommagé son foil très tôt dans la course. Ça l'a handicapé bien entendu sur la fin de parcours, même si il a pris la bonne trajectoire comme Bestaven du côté des Açores. Voilà, bon après au niveau des bonifications, son attitude m'a déçu, mais il a fait une belle course et du côté sportif c'était intéressant. On continue avec avec Damien Seguin. Damien Seguin, pour moi c'est pas une surprise, c'est une confirmation. Damien Seguin, pour beaucoup c'est la surprise. Moi c'est pas une surprise, il a été intelligent dans sa manière d'arriver dans la voile, dans la course au large. Il s'est entouré également de Jean Le Cam. Quand tu t'entoures de Jean Le Cam et que Jean Le Cam veut de toi, c'est que t'es pas un branquignol. Moi je me souviens de ses médailles chez les Paralympiques où il était très performant, il était très intelligent en plus dans sa manière de gérer les courses. Donc je suis pas surpris. Vraiment, voilà, il a fait une course intelligente. Il a pris parfois des risques, mais il a surtout fait sa propre course. Ce qui est important quand vous faites votre premier Vendée Globe, c'est de pas forcément regarder les autres. Lui, il a peu regardé les autres au final. Damien Seguin, il a tiré cette trajectoire, il a fait sa course et puis après il s'est dit advienne ce qui se passera quoi. Vraiment, il y a, vraiment on verra et l'objectif c'est de garder le bateau performant jusqu'au bout et c'est ce qu'il a réussi à faire. Un bateau qui avait également une petite carrière parce que voilà, il datait de 2008, donc c'était à peu près quasiment le même bateau que Jean Le Cam. Il finit pas très loin de Jean Le Cam au final. Donc c'est vraiment une belle perf, et puis belle perf pour un bateau non foiler aussi, parce qu'il finit le Vendée Globe en 81 jours. C'est très bien pour un bateau qui n'a pas de foil, c'est vraiment très intéressant. Surtout vu ses conditions météo. Et puis Giancarlo Pedote, également une belle course de l'Italien. Lui qui, pour moi, ne faisait pas partie des favoris, malgré un bateau qui avait des foils pour Giancarlo Pedote. Il faisait pas partie des favoris parce que pour moi c'était un skipper qui manque encore
d'expérience. Et puis, son objectif, c'était déjà de finir. Mais quand ton objectif, c'est de finir et que tu finis 7e, enfin, c'est bien, il finit 8e de la Vendée Arctic. Je pense que je l'avais sous-estimé, très clairement, Giancarlo Pedotto. Ouais, il avait essayé à remporter la Jacques Vabre en 2015 en multi 50, mais je ne le voyais pas s'imposer sur cette course. Parce que pour moi, il manquait encore un petit peu d'expérience. Il a fait du très très grand travail. Il n'a pas pris de risque. Il a fait sa course dans son coin. C'était l'ancien bateau de Saint-Michel-Vierbach de Jean-Pierre Dick. Donc voilà, il a fait à peu près une performance assez équivalente à ce qu'avait fait Jean-Pierre Dick. Il avait décidé en plus d'avoir une vraie cuisine. C'était, on va dire, son petit confort. Donc, très satisfait de la course de Giancarlo Pedotto, qui a été sérieux, qui n'a pas pris de risques, qui a roulé, j'allais dire, mais qui a navigué comme un marin intelligent. Et voilà, très très belle course. Et j'espère qu'il continuera en IMOCA. Et puis, je termine avec la révélation pour moi de ce Vendée Globe. C'est Benjamin Dutreux avec un bateau vraiment pas tout jeune, qui a fait une très très belle course, Benjamin Dutreux, en plus avec un projet qui a été financé un peu la dernière minute. C'était pas le projet le plus rassurant au départ, mais quand on le voit en bas de l'Atlantique et qui est 4e, à un moment il est presque en tête dans la descente de l'Atlantique, tu te dis le mec est incroyable. Alors dans les mers du Sud il a été un peu plus en difficulté, mais il a fait une super course. Et pour moi, c'est de la révélation de ce Vendée Globe, Benjamin Dutreux. Parce que on ne l'attendait pas à ce niveau-là, Benjamin. On ne l'attendait pas aussi performant. Et il a fait vraiment du très très beau travail avec un bateau d'expérience, mais qui n'était pas le plus performant aussi, Benjamin Dutreux, avec un bateau qui était de 2007. Alors il avait été utilisé par Sébastien Josse, par Roland Jourdain. Il avait notamment gagné une route du Rhum avec Roland Jourdain, mais voilà, il a fait du très très bon travail. Voilà, super boulot de Benjamin Dutreux qui, je pense, fait partie des concurrents qu'il va falloir suivre maintenant dans la voile parce qu'il a que 30 ans. Et donc voilà, c'est le plus jeune dans le top 10 avec Maxime Sorel. Donc va falloir faire vraiment attention à Benjamin Dutreux dans les années à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on fera encore une deuxième vidéo. On parlera des concurrents qui sont dans la deuxième moitié de classement pour ce Vendée Globe. Et puis pour la voile, je pense que ça sera un petit peu fini parce que le trophée Jules Verne, c'est un peu compliqué pour le moment entre Gitana qui était reparti mais qui a eu des problèmes techniques et Sodebo qui attend une bonne fenêtre. Mais le problème c'est qu'on arrive fin janvier et que ça va être compliqué désormais pour partir. Donc je pense qu'on va pas faire beaucoup de vidéos de voile d'ici là. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette course. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maverick Production. Ciao ciao.